Ceci est un livre audio autogénéré par Google. On dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent. Mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qui l'enserrent. Bertolt Brecht. Introduction. Dans la ville de Washington du milieu du XXIe siècle, les précox prédisent les crimes à venir et permettent l'arrestation des futurs coupables avant même qu'ils ne passent à l'acte. La délinquance ayant été totalement éradiquée, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où l'impensable se produit. C'est le chef de la pré-crime lui-même qui se trouve identifié comme criminel virtuel. Devenu la cible d'une machinerie policière qu'il dirige mais ne contrôle plus, il ne lui reste qu'à prendre la fuite. Impossible de se disculper par avance d'un crime que l'on est censé commettre. Réalité ou fiction ? Le film Minority Report, tiré d'une nouvelle éponyme de Philip K. Dick publiée en 1956, est en tout cas prémonitoire car des unités de police prédictive existent aujourd'hui aux États-Unis. Un programme informatique qui prédit où et quand les prochains crimes risquent de se produire, sert de guide pour orienter les patrouilles en visant une intervention préventive, avant même la commission de l'acte. Comme dans cette publicité d'IBM, où le policier arrive sur les lieux du délit et attend tranquillement son auteur. Éradiquer non seulement le crime mais les risques de crime, ce fantasme totalitaire prend peu à peu réalité, nourri de la production massive des données personnelles et des avancées technologiques du data mining. En avril 2016, les services de sécurité israéliens ont déjoué le projet d'attaque au couteau d'une jeune fille palestinienne de Jenin avant même qu'elle ne tente de passer à l'acte. Un attentat planifié dans le secret de sa chambre, sans donneur d'ordre ni complice. Ici, nul précog à l'œuvre, mais un puissant algorithme qui surveille en permanence les connexions Internet de la quasi-totalité de la population palestinienne de Cisjordanie. Être sanctionné non pas pour ce que l'on a fait, mais pour ce que l'on pourrait faire ou refaire. Ce cauchemar où chaque citoyen peut devenir un coupable par anticipation est la traduction concrète d'un nouveau paradigme qui invente le délit d'intention, à rebours du droit pénal classique. Le principe de précaution consistant à détecter une menace provenant de groupes ou de territoires à risque au moyen du renseignement pour la neutraliser préventivement, fait voler en éclats les garanties procédurales. Il renforce le pouvoir administratif en marginalisant le pouvoir judiciaire plus indépendant et donc moins contrôlable, et plonge la société dans un état d'urgence permanent. L'archétype de cette pénalité prédictive des temps modernes est le camp de Guantanamo, véritable no man's land juridique. Pas de jugement, pas d'avocat et même pas de peine. En réalité une simple mesure de sûreté destinée à mettre hors d'état de nuire des personnes considérées comme dangereuses. Si l'internement préventif des personnes fichées S préconisé par Nicolas Sarkozy ou leur incrimination pour intelligence avec l'ennemi, proposés par François Fillon ne sont pas encore à l'ordre du jour, les mesures d'exception fleurissent en France comme un peu partout en Occident et en se pérennisant, finissent par former une véritable justice parallèle à celle de l'état de droit, remettant en cause l'habeas corpus. La détention préventive se systématise, devenant davantage une mesure de sûreté qu'une nécessité de l'instruction, et les dispositifs de confinement préventif comme les centres médico-socio-judiciaires de sûreté s'ajoutent à la panoplie des moyens de contention, aux côtés de l'internement carcéral classique. Le modèle pénal proactif est celui des États libéraux sécuritaires qui n'ont pas oublié que gouverner est avant tout prévoir. Gérer les risques pour domestiquer le hasard est devenu une priorité dans des sociétés en proie à un désordre social récurrent, alimenté par l'instabilité économique. Tout événement imprévu est source de danger pour le pouvoir, écrivait Machiavel. Mais il s'agit là d'un désordre socialement produit, fruit des politiques de dérégulation libérale, qui sert paradoxalement le projet d'un renforcement du pouvoir en justifiant le verrouillage sécuritaire. Ordo Abe Chao. Ce qui signifie pour les élites politiques, entretenir un climat de peur pour favoriser des réformes visant à accroître la prédictibilité des comportements sociaux, tout en se rendant le plus imprévisible possible par la multiplication des mesures d'exception ou de contournement du contre-pouvoir judiciaire. D'une main, l'État use sans modération des méthodes actuarielles pour tenter de prévenir et de prédire la dangerosité sociale, normalise les conduites individuelles par le conditionnement médiatique et par des dispositifs panoptiques,
vidéosurveillance intelligente ou biométrie, induisant des réflexes d'autocontrôle ou des apostrophes. Autosoumission, perfectionne le fichage numérique en interconnectant les bases de données entre elles, instaure une surveillance de masse prédictive sur Internet et les réseaux sociaux, fabrique à flux tendu des tonnes de données personnelles à disposition des services de renseignement, pratique le data mining et le profilage sécuritaire au moyen d'algorithmes prédictifs afin de déceler les intentions et d'anticiper les menaces, banalise certaines pratiques des apostrophes. Inquisitions policières comme les fouilles arbitraires, intercepte les communications électroniques potentiellement sources de désordre social ou de pré-terrorisme, trace certains individus avec la géolocalisation par satellite ou à l'aide des balises mobiles électroniques que sont les puces RFID, étend le fichage génétique aux simples suspects, renforce les pouvoirs coercitifs de l'autorité administrative et contourne le contrôle de L'. Autorité judiciaire dans la répression préventive du terrorisme, blocage de sites, perquisition de systèmes informatiques, assignation à résidence, etc. Rogne toujours plus sur les garanties procédurales des justiciables, démantèle la loi sur la presse de 1881 protectrice de la liberté d'expression, militarise l'espace public à coups de plans Vigipirate ou d'opérations Sentinelle, multiplie les mesures de sûreté à L', encontre des personnes jugées dangereuses, confère aux agents de renseignement des pouvoirs extrajudiciaires qui ne font que s'accroître au gré des nouvelles lois antiterroristes, globalise la surveillance par L', interconnexion des systèmes et des fichiers, multiplie les dispositifs de contrôle automatisé des comportements, algorithmes et vidéosurveillance intelligente, allonge la durée de conservation des écoutes ou des données personnelles, pratique la rétention administrative, neutralise sélectivement des pans entiers de la population par l'incarcération de masse en créant de nouveaux délits ou en allongeant les peines, tandis que de l'autre il promulgue de nouvelles lois sécuritaires et instaure l'état d'urgence pour S', affranchir de ses propres contraintes et augmenter son pouvoir décisionnel. Dans le procès de Kafka, un jeune employé de banque, Joseph K., est arrêté chez lui le matin de son anniversaire. Les gardes qui viennent le chercher ne l'informent pas des charges qui pèsent contre lui. Lui-même n'en saura rien jusqu'au dénouement, quand deux hommes l'emmèneront dans une carrière à l'extérieur de la ville pour l'exécuter. Présumé coupable depuis le début, il aura été d'autant moins capable de prouver son innocence que l'instruction qui mènera à son procès se sera déroulée dans le secret le plus absolu. Comment se disculper d'une faute dont on ignore la nature devant un juge injoignable et face à une justice totalement arbitraire qui fonctionne dans l'opacité ? Les nouvelles technologies de contrôle, à l'image de la machine judiciaire du procès, échappent aux personnes sur lesquelles elles s'exercent. L'individu n'a souvent aucun moyen de vérifier s'il est vraiment surveillé, ni de comprendre le ressort des procédures et des décisions qui le concernent, les choses se faisant pour l'essentiel derrière son dos. La révolution numérique conduit à une dictature invisible, beaucoup plus efficace que celle du siècle dernier dont les dispositifs de contrôle se montraient au grand jour. Opacité toujours plus grande des mécanismes de gouvernement dont les rouages restent à l'ombre des feux médiatiques, qui nescit dissimulaire, nescit régnard, écrivait Louis XI. Transparence maximale des citoyens soumis au scannage quasi continu des dispositifs de surveillance sur lesquels ils n'ont aucun droit de regard. Créer pour chaque individu un avatar à partir des informations collectées sur lui, un double numérique entièrement contrôlable et manipulable, est une méthode radicale d'asservissement qu'ont permis les progrès exponentiels des NTIC. L'enjeu final est d'étendre à la société tout entière le procédé de surveillance panoptique, qui accroît toujours plus la visibilité des citoyens, au risque d'abolir toute vie privée, tout en assurant au système de domination sa propre invisibilité politique. Dans Aux yeux de tous de Cédric Jiménez, un hacker anonyme a piraté toutes les caméras de Paris et observe furtivement la ville. Grâce à son ingéniosité, il parvient à identifier les vrais coupables d'un sanglant attentat sous faux drapeau qui a dévasté la gare d'Austerlitz et fait de nombreuses victimes. Attribué à tort à un groupe djihadiste, il était destiné à entretenir un climat sécuritaire et islamophobe afin d'assurer la réélection du président de la République. Le film était sorti en 2011. Fiction plausible ? Les flux d'informations se trouvent parfois, en fait, rarement inversés et mis au service de la vérité, de la justice ou de la démocratie comme avec le réseau Copwatch, dénonçant les violences policières,
ou l'ONG Wikileaks, fondée par Julian Assange qui offre une audience aux lanceurs d'alerte. Rares exceptions qui confirment la règle d'une surveillance massive d'une majorité dominée, pour le compte d'une minorité dominante. Justice discrétionnaire ou surveillance proactive hors de tout contrôle judiciaire. La stratégie suivie consiste dans les deux cas à dérégler le pouvoir exécutif pour accroître sa marge de manœuvre tout en éradiquant le risque de désordre social, comme on arrache une mauvaise herbe, pour reprendre les mots de Robert Castel. Le 22 juillet 2005, la police abat préventivement de 6 balles dans la tête un usager du métro londonien dont le comportement était jugé anormal. L'homme, porteur d'un gros manteau en plein été, avait l'air pakistanais selon un témoin. Une interpellation fatale menée dans le sillon de l'enquête sur les attentats de Londres, commis 15 jours plus tôt. La guerre contre le terrorisme, lancée par les élites occidentales à la suite des attentats du 11 septembre 2001, est le sésame qui ouvre la porte à la surveillance préventive et à la traque des déviants. En France, ils ont servi de fenêtre d'opportunité à l'une des lois les plus liberticides de la Ve République, la loi sur la sécurité quotidienne d'octobre 2001 qui légalise la surveillance électronique de masse. Elle sera suivie par d'autres, tout aussi régressives. Sur le front extérieur, les interventions militarisées de la guerre préventive. Sur le front intérieur, la course au renseignement dopé aux nouvelles technologies sur fond de frénésie législative. Une loi antiterroriste par an votée sous la présidence Hollande. Visant à cartographier les menaces afin de les prévenir, celles-ci prennent une importance grandissante dans le contexte de la dispersion des risques qu'entraîne la mondialisation du capitalisme. Pour les technocrates de la sécurité, la traque des signes représente depuis l'effondrement de l'Empire soviétique la première priorité des stratégies de défense et ce, simultanément à un effort sans précédent de la société de l'information. Il s'agit alors de parer les coups plutôt que de panser les plaies, c'est-à-dire de remonter le plus en amont possible de l'événement redouté pour neutraliser préventivement ceux qui présentent des signes de dangerosité sociale. Dans le viseur, les comportements ou les propos indicateurs d'un processus de radicalisation politique ou religieuse. Et le spectre est aussi large que le terme est polysémique. La parole autorisée se réduit comme peau de chagrin à coups de lois liberticides, assimilant les opinions dissidentes ou contestataires à des indices d'allégeance au terrorisme. Ce concept flou et multiforme, une étude de l'US Army datant de 1988 a recensé plus de 100 définitions de ce terme, justifie l'extension indéfinie de la surveillance tout en cassant les frontières entre sécurité intérieure et défense extérieure, entre territoire national et espace global. La guerre c'est la paix, écrivait Orwell dans 1984. La distinction entre tâches policières et tâches militaires tend à s'effacer sous les coups de boutoir de la guerre sans fin contre le terrorisme. Le plan gouvernemental de vigilance, de prévention et de protection face aux menaces d'action terroriste, dit Plan Vigipirate, créé le 7 février 1978 par instruction ministérielle émanant du Secrétariat général de la Défense nationale, dont l'objectif déclaré est de développer et maintenir une culture de vigilance de l'ensemble des acteurs de la nation afin de prévenir et de déceler le plus en amont possible toute menace d'action terroriste, institutionnalise la militarisation de l'espace public en temps de paix et l'emploi de l'armée dans une fonction policière. Aujourd'hui routinisé, il fonctionne de manière interrompue depuis plus de 20 ans. Il est largement détourné de sa finalité initiale et sert aussi à réprimer la délinquance classique, les violences urbaines ou même la contestation sociale. Ce brouillage des partages de compétences entre civils et militaires est une brèche de plus dans l'état de droit ouvrant la voie à l'arbitraire de la raison d'État. Dans la série Person of Interest, Harold Finch est un informaticien hors pair. Il a notamment conçu un algorithme prédictif surnommé la machine, pour anticiper les actes terroristes en détectant les comportements suspects ou atypiques, outliers, un programme alimenté par les données de surveillance de la population, vidéosurveillance intelligente, traçage des échanges électroniques, des communications vocales et écrites, des relations personnelles et des déplacements. Une fouille de données, data mining, dont l'essentiel relève de la sphère de la vie privée et qui fabrique à l'appel de faux positifs, personnes suspectées à tort, mais qui trouvent une justification avec la nécessaire lutte contre la menace terroriste. La fiction rejoint la réalité,
où la liberté individuelle est bradée au profit d'une sécurité en grande partie illusoire. Comment justifier ce sacrifice aux yeux des victimes des politiques sécuritaires ? Le procédé est simple, voire simpliste. Tracer un continuum entre propos contestataires, adhésion à une idéologie ou conviction religieuse d'une part, et activisme violent ou criminalité d'autre part, en faisant des premiers un tremplin vers les seconds puis poser la nécessité d'agir préventivement, en invoquant au passage l'instabilité du monde actuel ou la fragilité des démocraties occidentales. Certaines opinions radicales considérées comme des provocations publiques, des incitations ou apologies, deviennent de véritables infractions pénales. Le terrorisme lui-même se dilue dans un ensemble très large et se voit de plus en plus assimilé à de simples actes de violence, parfois par association avec d'autres infractions comme dans le cas du délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, article 421-2-1 du Code pénal, permettant d'engager des poursuites pénales à l'encontre de personnes qui ont commis aucun acte terroriste, à tel point que les frontières entre criminalité politique et délinquance de droit commun tendent à s'effacer, justifiant alors une extension des lois antiterroristes à la répression de simples infractions criminelles. Comme l'a affirmé Alain Bauer après les attentats de janvier 2015, la menace provient de groupes hybrides et opportunistes capables de transformation rapide. Il existe un nouveau melting pot criminel intégrant fanatisme religieux, massacre, piraterie, trafic d'êtres humains, de drogue, d'armes, de substances toxiques ou de diamants. Une hybridation entre entités terroristes et criminelles, un gangstérorisme apparaît, qui ne correspond plus au petit casier doctement préparé pour eux, Le Point 15 janvier 2015. La conclusion s'impose d'elle-même. Pouvoir déceler ces mutations à temps est primordial si l'on veut prévenir efficacement le désordre terroriste. La neutralisation préventive des membres de la communauté de Tarnac accusés de pré-terrorisme, que nous aborderons plus loin, a servi de galop d'essai à cette nouvelle doctrine. Derrière le paradigme prédictif, se cache en réalité une stratégie de domination intégrale qui rappelle les méthodes des États autoritaires, en particulier l'usage d'un droit pénal de la dangerosité faisant de l'incapacitation du déviant une priorité absolue justifiant la mise en œuvre d'un traitement procédural d'exception et son confinement préventif pour une durée indéfinie. Visant l'incrimination du suspect potentiel très en amont de la commission de l'acte, cette gouvernance de la sécurité suppose la mise en place de dispositifs de surveillance, de décèlement précoce et de traçabilité intrusif afin de mesurer et de contrôler la dangerosité supposée des populations. Cette fouille des données pourra prendre deux formes selon l'échelle à laquelle elle est menée. Une surveillance systématique et prédictive de la population, Event-Driven Data Mining, visant à construire des profils de comportement suspects au moyen d'algorithmes, fouiller la botte de foin pour y retrouver l'aiguille, une surveillance ciblée pour extraire de l'information sur un individu identifié, Target-Driven Data Mining. Il s'agit dans ce dernier cas de le mettre à nu pour détecter ces risques éventuels de passage à l'acte, en le soumettant à une surveillance continue qui débute parfois dès l'école maternelle. L'analyse de cette nouvelle pénologie post-disciplinaire, suivant la terminologie de Michel Foucault, qui s'appuie sur les méthodes probabilistes ou statistiques ainsi que sur les technologies proactives de surveillance et de contrôle comme le fichage biométrique, le profilage numérique ou la surveillance électronique, fera l'objet de la première partie. Pour comprendre les changements en cours, il est indispensable d'en reconstituer la généalogie, seconde partie. La nouvelle doctrine préventive est à la fois très récente et très ancienne. Née dans le sillon de la guerre contre le terrorisme des années 2000 et finalisée dans le rapport Bauer de 2008, elle réactualise en réalité de vieilles notions, notamment celle de dangerosité sociale héritée de la criminologie positiviste du XIXe siècle. Elle trouve une nouvelle vie avec les outils standardisés de prédiction de la violence utilisés pour évaluer les risques de récidive, notamment dans le cadre de la loi de la rétention de sûreté de 2008. Mise au service du paradigme actuariel, la psychiatrie médico-légale et l'expertise deviennent des instruments de normalisation sociale et de stigmatisation des anormaux. Quelles sont les raisons d'un tel tournant ? L'appareil répressif d'État est une superstructure des rapports de production. Le développement des sociétés disciplinaires a correspondu à l'essor du capitalisme industriel,
que Gilles Deleuze définit comme un capitalisme à concentration, pour la production et de propriété, qui érige donc l'usine en milieu d'enfermement. Depuis une quarantaine d'années, le modèle de l'entreprise remplace progressivement celui de l'usine et les dispositifs de coercition se doublent de dispositifs de surveillance hors sol comme le bracelet électronique, en attendant la généralisation de la puce implantée. Leur usage instaure une véritable prison à ciel ouvert où l'on est littéralement enfermé dehors, à l'image du numéro 6, le héros de la série télévisée Le Prisonnier. La société de sécurité qui fonctionne par contrôle continu des citoyens au moyen de dispositifs technologiques toujours plus intrusifs et perfectionnés, est la superstructure d'un capitalisme dispersif en proie à une crise économique aggravée depuis le début de la décennie 2000, poussant les élites occidentales à une fuite en avant sécuritaire et liberticide. La mutation du droit pénal de l'infraction en droit pénal de l'ennemi, ouvrant la voie à la société de surveillance généralisée, et justifiant l'emploi de mesures extralégales au nom de la raison d'État, est un moyen pour les élites politiques, mises en échec dans le domaine économique et social, de retrouver une part de leur souveraineté perdue dans le démantèlement de l'État protecteur né du Conseil national de la résistance. Révolution libérale et révolution sécuritaire sont donc intimement liées. La société de sécurité qui voit l'État gendarme remplacer l'État-providence émerge avec la fin du compromis fordiste de l'après-guerre. Elle priorise la sécurité au détriment de la liberté. La société de surveillance généralisée qui lui succède au tournant de la décennie 2000 considère que tout savoir des citoyens est le moyen le plus sûr de prévenir les risques. Et avec la numérisation de l'environnement qui fabrique en masse des données personnelles stockables et à disposition des administrations publiques, atteindre cet objectif devient un jeu d'enfant. Aucune transaction financière ou commerciale, aucune visite sur le web, aucun échange sur les réseaux sociaux, aucun appel téléphonique, aucun déplacement, aucune action en ligne ne devront à terme échapper au regard des services de renseignement de l'État. La détection précoce de la dangerosité par la surveillance, le profilage ou la traçabilité des individus sonne le glas de tout anonymat et de toute vie privée. Mais la nouvelle gouvernance algorithmique, avec sa traque aux anormaux érigés en coupables virtuels, reste en dernière instance un choix politique, celui d'une société de marché intégrale dont elle n'est en définitive que la face obscure. Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire de reconstituer la généalogie des mutations en cours ainsi que le contexte économique et social dont elles sont le produit si l'on veut les comprendre et se libérer, au moins mentalement, de l'emprise de ce nouveau système de domination. Première partie, la pénalité préventive, un nouveau paradigme. Chapitre 1, le modèle des unités de police prédictive, une préfiguration de la police de demain. Mercredi 19 avril 2017, 14h. Assis dans la salle de réunion en compagnie d'une quinzaine de ses collègues, l'agent Murder écoute le sergent faire son rapport sur les incidents de la matinée. Et elle est déjà bien remplie. 2 agressions avec arme, une tentative de viol, 3 cambriolages, 5 vols de voiture. D'une pression sur la télécommande, il allume un écran d'ordinateur dont l'image agrandie est projetée au mur. Apparaît alors un plan détaillé de la ville où certaines zones apparaissent surlignées en rouge. Un carrefour, un square, un centre commercial, un bâtiment désaffecté, un terrain de sport. Ce sont les hotspots, les points chauds à surveiller en priorité. D'après l'ordinateur connecté au système PredPol, contraction de Predictive Policing, les délits ont une forte probabilité de se concentrer, au cours des 12 prochaines heures, dans ces carrés de 150 mètres de côté représentant une infime fraction de la superficie de la ville. Le sergent zoome sur la carte pour indiquer aux différentes patrouilles les quartiers qui leur reviennent. L'ordinateur affine ses prédictions et affiche 5 carrés PredPol par secteur, classés par ordre de priorité. Samantha demande à quoi correspond l'un des carrés, au milieu de sa zone. En un clic, une photo panoramique du carrefour apparaît dans toute sa précision. Rien d'étonnant à ça, PredPol est connecté à Google Street View. Comme tous ses collègues, l'agent Murder reçoit par email 5 petites cartes actualisées en continu, chacune représentant une portion du secteur qui lui est attribué. Quand il sera en patrouille avec son coéquipier, il pourra les consulter sur son smartphone ou sur l'ordinateur de bord de sa voiture en se connectant à l'intranet,
le réseau interne de la police. Avant de lâcher ses troupes, le sergent leur rappelle qu'entre deux urgences ils ont ordre d'aller surveiller en priorité les carrés près de Paul. En février, près de 150 délits commis dans ces points chauds sont restés impunis. Autant d'arrestations manquées. Et puis la simple présence d'officiers en patrouille dans ces zones à risque peut dissuader les délinquants potentiels de passer à l'acte et ainsi empêcher certains délits d'avoir lieu. Dans quelques heures, la scène se répétera pour l'équipe du matin, mais certains points chauds auront changé car l'ordinateur modifie ses prédictions en temps réel. Avec l'arrivée du printemps, les délits tendent à se multiplier dans les squares ou les jardins publics, drague agressive, vol de portable ou de sac à main. Près de Paul signale ceux où les risques sont les plus élevés, des zones critiques auxquelles l'agent Murder n'aurait pas forcément pensé. Sur l'écran d'ordinateur tout est lisse mais sur le terrain la réalité est plus chaotique. Au cours de son trajet, des appels d'urgence lui arrivent et il doit y répondre prioritairement. Une femme en état d'ivresse a poignardé son compagnon. Toute sirène hurlante, il se rend sur les lieux du drame. Puis, un peu plus tard dans la matinée, il doit procéder à l'arrestation d'un exhibitionniste. C'est finalement pendant son temps libre qu'il ira patrouiller dans la zone à risque, un quartier où plusieurs cambriolages ont déjà eu lieu. À l'autre bout de la ville, Samantha se gare le long du trottoir pour consulter sa carte sur son ordinateur de bord et choisit un carré près de Paul à proximité. Dans cette zone se concentrent des fugitifs recherchés par la justice. Inculpés libérés sous caution qui ne se sont pas présentés à leur procès, personnes en liberté anticipée qui ne se soumettent pas au contrôle obligatoire, détenus en permission de sortir qui n'ont pas réintégré leur établissement. Tous ont une probabilité élevée de commettre de nouveaux délits. Dès son arrivée, elle repère un jeune en survêtement qui circule en vélo à contresens. En consultant son ordinateur de bord, elle découvre qu'il est recherché pour usage de drogue et menu larcin. Elle déclenche alors la mini-caméra fixée sur sa poitrine, qui enregistrera l'arrestation en audio et en vidéo, puis elle appelle une collègue en renfort. Dans son rapport, elle note soigneusement que l'arrestation a eu lieu dans un carré près de Paul. De son côté, l'agent Scully, 24 ans et tout juste 1 an d'ancienneté, a choisi de travailler de nuit. Il affirme que près de Paul lui est utile en lui servant de guide pour patrouiller. Après 22 heures, quand l'agitation urbaine a reflué, il peut prendre le temps de surveiller ses carrés. Ce soir, près de Paul a sélectionné pour lui une rue mal éclairée comprenant un fast-food et une épicerie qui vend de l'alcool. Il espère qu'à force de patrouiller dans un même lieu, le point chaud va disparaître de la carte. L'algorithme de près de Paul. Modesto, ses vins rouges, ses bars d'immeubles, son air pollué et son chômage endémique. Cette petite ville de Californie de 200 000 habitants ne s'est pas abonnée au service de la société près de Paul par hasard. Comme la soixantaine de villes américaines qui ont déjà adopté ce système, elle est éminée par un taux de criminalité record, officiellement près du double de celui observé à l'échelle de l'État de Californie, et occupait la première place pour les vols de voitures. Et les résultats semblent être au rendez-vous d'après le chef de la police. Il affirme que grâce à Près de Paul, les cambriolages ont baissé de 27% en 2 mois et que les autres types de délits ont diminué entre 11% et 15%. Dans le même temps, le nombre d'arrestations a augmenté et désormais, plus de la moitié ont lieu dans un carré près de Paul. Le capitaine utilise le système uniquement pour prédire 3 types de délits: les cambriolages, les vols de voitures et les vols dans les lieux publics. Les infractions les plus courantes. Si l'on ajoute trop de critères, le système devient moins fiable, reconnaît-il. La délinquance impulsive, meurtre ou agression, apparaît plus aléatoire et donc moins modélisable. Contrairement à Minority Report, pas de précogs ou de voyants extralucides à l'œuvre à Modesto mais un simple algorithme mathématique. Une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Mise au point par des chercheurs de l'Université de Californie et de Santa Clara, il utilise une méthode statistique et probabiliste pour convertir une cartographie criminelle rétrospective, un historique des faits constatés par zone géographique, en cartographie prospective localisant les risques à venir. La gigantesque base de données des archives informatisées de la police alimentée en continu, rapports, procès-verbaux, comptes rendus,
transcription d'appels en base, images de caméras de surveillance, en forment la matière première. Des logiciels extraient de ce big data les infractions des 10 dernières années classées selon 3 critères, type de crime, moment et lieu de sa commission, afin de prévoir où et quand les prochaines risquent de se produire. Pour mettre au point leur outil prédictif, les chercheurs se sont inspirés d'algorithmes utilisés dans la prévision des tremblements de terre. Si les sismologues peinent à prédire les secousses primaires, ils peuvent en revanche prévoir leur réplique en théorie proche en temps et en lieu du séisme initial. D'après les concepteurs de PredPol, il en irait de même pour les délits. Une victimisation a de fortes chances de se répéter dans un même quartier et de s'étendre de proche en proche. Ce phénomène de diffusion, que les spécialistes appellent near repeat, semble coller avec les résultats des enquêtes qualitatives conduites auprès des cambrioleurs. Ces derniers expliquent aux enquêteurs qu'il leur arrive régulièrement de revenir cambrioler un même logement, lorsque l'effraction n'est pas compliquée, et qu'ils n'ont pas pu tout emporter lors de leur premier passage. Opérant par secteur, ils obtiennent parfois auprès de leur réseau des informations sur la vulnérabilité des cibles détectées lors des phases de repérage. Le modèle statistique de prévision des répliques sismiques, appelé processus de Hawkes, a été également mis à profit par des scientifiques britanniques de la London's Global University pour anticiper les risques d'attentats terroristes. L'algorithme de PredPol, dont les projections sont réétalonnées régulièrement à mesure que de nouveaux crimes se produisent et que des données actualisées sont introduites dans le programme, est une version améliorée de celui mis au point au début des années 2000 par des chercheurs du JDICS, le Prospective Crime Mapping d'IPROMAP. Ce dernier consiste à modéliser les changements spatio-temporels de la victimisation à répétition sur un territoire donné, afin de développer un outil opérationnel de prédiction du crime. Pour anticiper les répliques, les chercheurs s'inspirent des méthodes de lissage ordinairement utilisées en analyse spatiale pour identifier les points nodaux sur une carte. On trouve déjà l'idée maîtresse qui fera le succès de PredPol. Alors que les cartes des hotspot policing se contentent de répertorier les zones à risque à partir de la répartition spatiale des délits déjà commis au cours d'une période donnée, l'algorithme de PROMAP intègre, dans les éléments de paramétrage des formules, les théories criminologiques sur la contagion, notamment les résultats clés des recherches sur la victimisation à répétition. Par exemple, celles-ci ont établi que le risque de victimisation se diffuse sur un rayon de 400 mètres, avec un risque plus élevé pour les maisons du même côté de la rue et sur une période de 2 mois. La privatisation de la sécurité. Ces mathématiques du crime ont leurs limites. L'hypothèse sur laquelle elles reposent, leur attribuant des effets d'auto-engendrement, de contagion ou de renforcement, est discutable car totalement déconnectée du contexte socio-économique dans lequel l'acte se produit. Que la propagation des séismes dépende de leur structure spatiale propre, est facilement envisageable. En revanche, il est difficile d'imaginer une telle approche structurelle de l'espace pour un phénomène aussi contingent que le crime. Contrairement à la structure de l'activité sismologique, le processus de contagion, quand il est observé, n'est pas stable dans le temps car il évolue en fonction des interactions entre le phénomène délinquant et les forces externes, en particulier l'action de la police. De fait, les études vantant les performances des algorithmes prédictifs, la plupart étant réalisées par les chercheurs actionnaires de PredPol eux-mêmes, essuient de nombreuses critiques. Leur méthodologie est souvent jugée rudimentaire et la présentation des résultats trompeuse. Tous les crimes et délits ne sont pas forcément déclarés, ce qui peut biaiser les données utilisées par le logiciel et donc fausser ses prédictions. Quand on compare rigoureusement l'efficacité du logiciel PredPol à celle des algorithmes standards ou des simples cartes indiquant les points chauds d'une zone géographique, leur valeur ajoutée apparaît faible, l'outil ne faisant souvent que reproduire ce qu'on connaît déjà. Certains chercheurs affirment même que les prédictions de PredPol pourraient tenir en cette simple assertion pour le moins tautologique. Les crimes auront lieu majoritairement dans les zones historiquement les plus criminogènes de la ville. Sans compter le fait que PredPol pourrait être victime de cyberattaques, et laisser échapper les plans et les lieux à risque où pense intervenir la police. Ces nouvelles méthodes ont aussi leur coût, celui de la privatisation des services publics. La décision du chef de la police de s'abonner à ce service pour la somme onéreuse de $30 000 par an a aussi été dictée par des contraintes économiques.
La récession a durement frappé la ville de Modesto, et le budget de la police a diminué entre 2009 et 2013. Les effectifs des forces de l'ordre ont baissé de plus de 30% pendant que dans le même temps, la criminalité augmentait. Il était donc tentant d'innover pour pallier le manque d'agents, en faisant appel aux technologies de pointe. Être proactif et concentrer les moyens limités sur des zones prioritaires a été perçu comme une réponse adaptée à cette situation de crise. D'après le sociologue Bilal Benbouzid, le principal intérêt de PredPol est d'être un outil de management dans un contexte de baisse des dépenses publiques. Pour un responsable de secteur, PredPol est un moyen pour s'assurer que les policiers font bien leur travail préventif, souvent par la simple présence dissuasive, de manière aléatoire, mais sur une durée optimisée, dans les zones où le risque est estimé le plus haut. L'enjeu du predictive policing est ainsi de rationaliser ce qu'on appelle l'offre publique de vigilance quotidienne, et d'orienter les patrouilles en visant une allocation optimale des ressources policières sur le terrain. Mais ces avantages restent limités. Comme avec la vidéosurveillance, au lieu d'éradiquer la délinquance, on ne fait souvent que la repousser d'un quartier à l'autre. Ici comme ailleurs, la privatisation tend à renforcer les inégalités. L'algorithme étant alimenté uniquement par les données issues des plaintes des victimes et non pas par celles des arrestations, pour éviter qu'il ne reflète l'activité discriminatoire des policiers, il oriente l'offre de sécurité uniquement vers les publics qui portent plainte auprès des autorités. Or, les enquêtes de victimation montrent que la propension à déposer plainte est plus faible dans les catégories socialement discriminées, en particulier chez les publics victimes des violences policières. Fonder une politique publique sur le seul modèle de l'exposition au risque, c'est ignorer que dans le domaine de la sécurité publique l'immunité des uns est liée à l'exclusion des autres. C'est aussi renoncer d'agir dans le temps et en profondeur sur le crime, c'est encore empêcher de penser la protection des victimes dans une perspective de solidarité. Classiquement, les hotspots sont des lieux où se concentre la population noire, ce qui conduit à renforcer les processus de stigmatisation en augmentant la probabilité d'arrêter les gens de couleur. Last but not least, ce logiciel ne peut prévenir, dans le meilleur des cas, que les infractions à victimes individuelles directes, relevant donc de la petite délinquance de voie publique. Les délits économiques ou financiers sont une nouvelle fois laissés dans l'ombre, si l'on accepte une tentative parodique de cartographier les zones à risque de délinquance en col blanc. Au final, PredPol est un cas parmi d'autres d'un mouvement général de marchandisation des savoirs à destination de l'action publique. Il reste un produit dont la commercialisation est avant tout destinée à servir des intérêts privés. La police prédictive débarque en France. Ces travers ne freinent ni les profits de la start-up californienne aujourd'hui florissant, ni l'enthousiasme de la presse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.